Alors, merci d'être là, tout le monde. Jean Légère, ici, directeur général du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, donc le RCCFC. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir pour un troisième webinaire de notre série Les bonnes pratiques au collégial. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir nos nouveaux collègues, nos nouveaux collaborateurs sur le plan national, CIWIL et CAIT Canada. Et donc, ce webinaire est organisé avec cette organisation-là qui va nous présenter vraiment tout ce qui est à propos de l'organisation, puis également ce dont il est sujet aujourd'hui, qui est vraiment l'intégration de l'approche expérientielle en enseignement postsecondaire. Et justement, ce concept-là s'inscrit à plusieurs tables de discussion des institutions postsecondaires au niveau pan-canadien. Et c'est important pour le RCCFC que nos membres participent à cette discussion-là et embarquent certainement dans ce mouvement qui semble très bien lancé. Alors, on va, au cours de cette session, avoir des présentations. Donc, une présentation de Kim Bracken, qui est directrice régionale, directrice adjointe régionale Québec et Franco-Canada. Alors, elle fera l'ensemble de la présentation et elle nous aidera aussi à répondre aux différentes questions que nous aurons à la suite des présentations. Alors, elle va démystifier l'apprentissage intégré au travail et aussi nous orienter vers des ressources disponibles à ce sujet. Et on est très heureux d'accueillir parmi nous deux des membres du RCCFC, le Cégep de Trois-Rivières et le Collège Boréal. Alors, de la part du Collège Boréal, on aura Robin Craig parmi nous. Et également pour le Cégep de Trois-Rivières, on a un 2 pour 1, c'est-à-dire Isabelle Adam et Catherine Gélina qui seront là pour représenter ce cégep. Et nous aurons donc à la toute fin une période de questions. Vous pourrez poser vos questions à travers le microphone. Donc, vous identifiez et posez votre question, et également par clavardage. Et ce qu'on suggère au niveau du clavardage pour que la lecture se fasse beaucoup rapidement lorsqu'on regarde, que vous mettiez le mot « question » en majuscule avant votre question, donc question, 2 points, ensuite votre question, ou mettez un Q majuscule au début, et puis de cette façon-là, ce sera facile à identifier. Alors, donc, encore une fois, mettre vos microphones en sourdine si vous n'intervenez pas. Alors, il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à Kim Bracken. Bonjour, Kim. Oui, bonjour, Jean. Alors, c'est un Bonjour. plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, on vous cède la parole et puis, s'il vous plaît, présentez-nous votre présentation à propos de CIWIL et CAIT Canada, s'il vous plaît. Absolument. Très heureuse d'être ici. Bonjour à tous. Merci de l'opportunité. Jean, merci au RCCFC. C'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver entre collègues francophones et parler d'apprentissage expérientiel. Donc, on est là aujourd'hui, espérons-le, pour apprendre, pour informer un peu sur les différents types d'apprentissage expérientiel, apprentissage intégré au travail, parler des opportunités de financement également et s'inspirer de projets qui ont été réalisés. Bonjour. Oui, désolé, le micro a été fermé par accident. Ah, OK, je vois. Excellent. Mais est-ce que le micro était là au début? Oui, il était là au début. OK, parfait. J'espérais pas avoir parlé pendant 2 minutes. Ouais, non, ça va. On n'a pas manqué grand-chose. OK, excellent. Donc voilà, et on va terminer justement avec nos collègues qui vont venir nous présenter des exemples de projets inspirants. Donc voilà, je vais présenter tout de suite mon écran partagé. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran? Merveilleux. Donc, voilà, je me présente Kim Bracken. Juste un instant.
Donc, directrice adjointe régionale pour CWIL Canada. Donc, nous sommes quelques directeurs adjoints qui se séparent, en fait, le beau territoire du Canada. On travaille tous avec Charlène Marion, qui est la directrice nationale, qui aurait normalement été avec nous aujourd'hui. Malheureusement, elle combat un vilain virus, donc elle se repose aujourd'hui pour reprendre des forces, mais elle est très heureuse de ce rassemblement. Donc, CWIL est un organisme, je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez déjà CWIL, c'est un organisme qui existe quand même depuis plus de 50 ans, qui est présent dans le milieu de l'enseignement supérieur. Initialement, la mission première a été le développement de l'enseignement coopératif. Donc, il est au cœur de la mission de CWIL est vraiment les normes d'accréditation et la qualité de l'enseignement coopératif, mais suivant un peu le mouvement et toutes les réflexions, la recherche qui s'est développée dans le domaine du Work Integrated Learning. CWIL, en 2017-2018, a élargi la définition de sa mission pour intégrer d'autres types d'apprentissage expérientiel. Donc, on pourra s'y attarder un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, voilà, notre mission est vraiment de travailler en partenariat avec les établissements d'enseignement postsecondaire partout au pays pour développer la capacité future des étudiantes et étudiants diplômés et diplômés par la promotion de programmes d'apprentissage intégré au travail de la plus haute qualité. On est fiers de compter plus de 1600 membres, plus de 130 organisations, donc 130 institutions en provenance du milieu universitaire et collégial, présents sur tous les territoires là, canadiens. On est la force de nos membres. On peut compter sur plus de 200 bénévoles qui s'impliquent dans un ou l'autre de nos sous-comités. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait à différents égards. C'est sûr que le Work Integrated Learning, c'est développé après ma barre en anglais, dans l'espace anglophone. On travaille fort pour raisonner autant avec le langage d'apprentissage intégré au travail. On est conscient du travail qu'il y a à faire à cet égard-là. C'est très important pour CWIL maintenant de parler autant à nos membres anglophones que francophones et on essaie d'y travailler là, de façon plus intensive, disons-le, depuis la dernière année, depuis qu'il y a des équipes du personnel qui ont intégré, qui a été embauché par CWIL. Donc, voilà notre vision et notre mission. Ce que nous faisons assez concrètement, il y a la question des normes nationales d'accréditation pour l'enseignement coopératif. Donc, toute organisation qui développe des programmes en coopératif, on travaille au niveau de l'accréditation de ces programmes-là. C'est quelque chose qu'on fait depuis 50 ans. Maintenant, une base de données. Donc, on a toujours tenu des données au niveau des programmes coop. On essaie de travailler au développement de nos bases de données aussi pour les nouveaux types d'apprentissage intégré au travail. Donc, on sait qu'ultimement, quand on veut parler au gouvernement, les chiffres, les données sont importantes. Donc, on travaille à assurer de plus en plus là, des données, le recueil de données à cet égard-là. Le plus important de ce qu'on fait, c'est vraiment une communauté de pratique, je pense, pour les gens qui sont intégrés, les praticiens en apprentissage intégré au travail. C'est de rassembler ces gens-là et de partager des pratiques, les solutions, les problèmes. Il y a différents angles quand même là, sous lesquels on peut prendre l'apprentissage intégré au travail. Donc, il y a des activités de développement professionnel. On est en train de travailler sur un certificat pour développer, en fait, un certificat pour attester de la qualification des gens qui travaillent dans le domaine de l'IT. C'est quelque chose qui est en train de se développer. On risque de le lancer en projet pilote en anglais et éventuellement là, en français au courant des prochains mois. On a une conférence nationale à tous les ans. Encore cette année, elle aura lieu en virtuel au mois de juin, mais normalement, il y a un rassemblement annuel là, au niveau de nos membres. Et depuis l'an dernier, c'est là que ça a pris une ampleur assez un peu différente pour CWIL. On a maintenant des fonds pour soutenir financièrement des projets innovants en apprentissage intégré au travail. Et c'est donc le programme iHub.
Donc, peut-être avant de. C'est toujours bien, surtout dans un domaine où des fois le langage est une première barrière, de comprendre de quoi on parle. Peut-être commencer par une définition de ce qu'est l'apprentissage intégré au travail, du moins la définition que CWIL en a fait, basée sur de la recherche. C'est quand même important de le nommer. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur ces questions-là et c'est à partir de ces recherches-là que ces définitions-là ont été créées. Donc, quand on parle d'AIT, de quoi on parle? L'apprentissage intégré au travail est une forme d'enseignement expérientiel et là, pédagogique étant un mot important dans la définition. Donc, une forme d'enseignement expérientiel pédagogique qui intègre aux études postsecondaires d'une personne étudiante des expériences d'apprentissage de qualité en milieu de travail ou dans un cadre pratique. Un élément de la définition qui est important, c'est aussi la présence des 3 parties prenantes. Donc, il y a dans un AIT l'implication de 3 partenaires. Donc, évidemment, l'étudiant, l'institution postsecondaire, comme l'expérience est une expérience pédagogique, ce n'est pas seulement un emploi, donc l'institution postsecondaire est impliquée et évidemment l'employeur. Les 3 parties prenantes doivent avoir un bénéfice dans l'expérience. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est important si on le compare à certaines formes d'apprentissage où, par exemple, un enseignement va se dérouler un professeur va enseigner une classe en contexte pratique dans une entreprise. Ce n'est pas une AIT dans la mesure où l'employeur ne retire pas un bénéfice de cette expérience-là. C'est un prêt de locaux. Donc, c'est tout à fait pertinent, mais ultimement, ce n'est pas une AIT dans la définition qu'on en a. Et même chose pour un stage d'observation où l'étudiant va seulement observer un milieu pratique, mais il n'intervient pas concrètement. Ce n'est pas nécessairement un AIT. Donc, la prochaine diapositive va montrer un peu la distinction entre les deux de façon un petit peu plus visuelle. Donc, ça, c'est un élément de la définition. Et également, l'AIT, l'objectif de l'AIT, c'est vraiment d'impliquer, d'atteindre des objectifs d'apprentissage qui sont liés à l'employabilité, à l'agentivité. C'est peut-être un nouveau mot pour vous aussi. Dans nos réflexions linguistiques de cette année, on a réfléchi beaucoup aux mots et quand on parlait de self-agency, vraiment le mot français là, qui a le sens qu'on cherchait, c'est vraiment agentivité. Donc, la capacité de développer, de prendre des actions pour un bénéfice. Donc, c'est vraiment là, self-agency là, agentivité qui renferme ce sens-là. Transfert des connaissances et des compétences, évidemment, on sort d'un contexte théorique, on va vraiment en mise en pratique, donc le développement des connaissances et des compétences et de stimuler cet esprit-là d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, voilà, je parlais un peu tout à l'heure, je pense que ce graphique-là permet vraiment d'illustrer l'apprentissage expérientiel et en quoi l'AIT s'intègre à l'apprentissage expérientiel. Donc, à l'intérieur de l'AIT, on a défini 9 types de stages. Je ne sais pas si dans vos organisations, vous avez un autre vocabulaire. Souvent, quand on parle d'étudiants qui s'en vont travailler dans un contexte de travail, on parle de stage. C'est un mot qui veut tout et rien dire un peu à la fois en français. Mais ultimement, il y a différentes catégories d'apprentissage intégré au travail qui ont été définies, encore une fois, dans la recherche qu'a réalisée CWIL et on les voit ici. Cette année, il y a eu une réflexion, sans vouloir changer les catégories, il y a eu une réflexion à savoir comment utiliser des mots qui résonnent peut-être mieux. Donc, on a travaillé avec des linguistes, on a travaillé avec une firme de communication et on en est venu en fait à ce langage-là. C'est important de mettre les choses en perspective dans le sens où l'AIT est quand même un modèle. C'est un modèle qui a été créé dans le but de mieux se comprendre, d'avoir un langage commun, donc commun et d'être capable de faire de la récolte de données quand vient le temps de le faire. Ultimement, si dans le cadre de vos organisations, vous utilisez un autre langage, c'est tout à fait correct. L'important, c'est de savoir se reconnaître dans ces définitions-là. Je pense que c'est souvent ce qu'on aperçoit en français, c'est que les gens s'identifient peut-être pas au langage de l'AIT, mais ils en font. Donc, ultimement, c'est là l'importance de travailler à mieux informer sur ce modèle-là. On porte ces lunettes-là quand c'est nécessaire et on les enlève quand c'est nécessaire, mais ultimement, c'est vraiment là, dans un objectif de pouvoir se comprendre quand c'est important de le faire, mais non pas d'arriver dans
programme qui utilise un terme ou un autre qui n'est peut-être pas conforme à ce langage-là, si vous comprenez, c'est tout à fait correct de continuer à appeler vos stages coop, même s'ils ne correspondent pas exactement aux définitions, etc. Donc, voilà, ici, on parlait des 9 types d'AIT, le stage d'apprenti, stage coopératif, stage de travail de longue durée, les projets de recherche communauté-industrie, là où l'étudiant va avoir un rôle un peu de consultant. C'est beaucoup ce qu'on fait avec iHub. On parle de projets spécifiques où on met les étudiants dans un projet particulier. On en a beaucoup. Donc, les stages cliniques ou pratiques dans un milieu professionnel, souvent, on voit dans le milieu de la santé. C'est souvent cette catégorie d'AIT-là. Les stages de travail de courte durée, où on intègre notamment l'ATE au niveau collégial, du moins dans le contexte québécois. Donc, les placements en milieu pratique, l'apprentissage par le service communautaire et l'AIT entrepreneuriale. Tous ces types-là ont des définitions, des déterminants, des caractéristiques qui leur sont propres. Peut-être que je pourrais partager en fait un lien qui pourra voir dans le fond les définitions le plus précises de chacun de ces types de stages. Je le mettrai dans le chat tout à l'heure. Donc, la nouveauté pour CWIL, à partir de l'année dernière, on a reçu un premier financement de 18 millions qui nous a permis de soutenir des expériences étudiantes en Haïti. Ça a été une première année. On a dépassé en fait les résultats et on est super heureux d'avoir un renouvellement de nos financements à une ampleur encore plus grande avec 36 millions jusqu'en mars 2024. Donc, pour les 2 prochaines années, 1 année et demie. On est très content de ça. Ça nous permet d'avoir un horizon un petit peu plus, de voir les choses un petit peu plus loin. Notre équipe s'organise aussi avec des nouvelles ressources qui vont intégrer notre équipe. Et l'objectif de iHub est toujours de promouvoir, de stimuler, de soutenir le développement d'expériences d'apprentissage intégré au travail innovantes et de qualité. On s'inscrit beaucoup dans cette volonté-là d'amener de l'innovation et des expériences de qualité là, au bénéfice de nos étudiants. C'est vraiment un programme qui est tourné vers les étudiants. Donc, on souhaite soutenir les étudiants qui réalisent des expériences d'IT qui sont non rémunérées. Donc, évidemment, un étudiant qui fait un programme coop qui a un salaire, on n'a pas besoin d'un financement iHub. Par contre, il en existe beaucoup des expériences qui sont offertes par nos établissements où l'étudiant n'a pas de salaire et c'est là qu'on veut éliminer les barrières à la participation des étudiantes à ces expériences-là et aussi essayer de donner faire un levier pour aider les établissements, les professeurs qui ont des idées de projets, pouvoir bénéficier d'un financement là, pour les mettre en œuvre. Donc, on cherche à soutenir principalement ces 4 types-là. Il peut y avoir des exceptions, mais ultimement, là, c'est vraiment les projets de recherche, l'entrepreneuriat, l'apprentissage par le service communautaire et les stages de courte durée non rémunérés, encore une fois. Donc, nos priorités, les priorités d'iHub vont vraiment dans le sens d'améliorer l'accès. On a vraiment un regard sur l'accessibilité de ces expériences-là. On le sait, par exemple, que le volet coopératif ne s'adresse pas nécessairement à tous les étudiants. Donc, on porte un regard vraiment à l'accessibilité, notamment aux étudiants des groupes sous-représentés, toujours selon les définitions du gouvernement canadien, mais on parle par groupe sous-représenté là, les étudiants autochtones, les étudiants à besoins particuliers. On sait que ça explose beaucoup dans nos institutions. Il y en a de plus en plus. Les femmes inscrites dans un programme en STEM, les nouveaux Canadiens qui sont ici depuis 5 ans. Donc, c'est vraiment un regard important à l'accessibilité. On est très heureux. Le financement passé nous a permis de supporter au-delà de 80% des étudiants qu'on a supportés s'auto-identifient dans l'un ou l'autre des groupes. Donc, sous-désignés. Donc, on atteint haut la main cet objectif-là. Éliminer les barrières dans la mesure où on le sait qu'un programme où les étudiants ont accès à un financement, si l'expérience n'est pas nécessairement obligatoire, le financement mis à disposition avec
un financement iHub peut faire une différence. Si l'étudiant a le choix entre aller à un emploi et faire une expérience pédagogique dans le cadre de son programme, ben, d'avoir un financement peut vraiment faire une différence et on peut soutenir des coûts liés à leur projet également. Donc, on veut le plus possible éliminer les barrières à une pleine participation à des expériences de qualité. Même chose dans des stages où il y a des déplacements. Des fois, si les étudiants acceptent d'aller dans des déplacements plus éloignés, il y a des frais de déplacement, il y a des dépenses supplémentaires. Donc, ces financements-là peuvent être mis à contribution. On est aussi conscient des réflexions actuelles au niveau de l'importance de l'intégration technologique. Le virage numérique, on est dedans, mais il se poursuit. Donc, tout projet qui nous présente en fait un volet technologique où l'étudiant va amener une nouvelle technologie dans un contexte de travail, va apprendre une nouvelle technologie, va stimuler l'intégration technologique sur le marché du travail et faire un peu un lien entre le milieu académique et le milieu de l'emploi avec des outils technologiques, évidemment. C'est vraiment dans le sens des projets qu'on veut soutenir. On veut stimuler l'innovation. Donc, à partir du moment où un programme, un département, un professeur veut faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, veut innover, veut tenter des nouvelles approches pédagogiques, bien, on parle d'innovation. On n'est pas dans l'innovation. On ne veut pas nécessairement soutenir la recherche pour un nouveau remède contre la COVID. On parle vraiment d'innovation pédagogique. Donc, un programme qui développe de l'expérientiel alors qu'on n'en faisait pas, c'est justement là où on veut intervenir. Évidemment, développer des partenariats plus forts avec le milieu. Donc, des fois, l'octroi de financement des projets autochtones, par exemple, on a permis à renforcer des partenariats en donnant une certaine rémunération aux mentors des communautés qui s'impliquaient dans l'apprentissage des étudiants. C'est tous des éléments là, qui sont regardés. On n'est pas obligé de s'inscrire dans l'ensemble de ces objectifs-là, mais vraiment, quand on reçoit un projet et qu'on l'évalue, on essaie de retrouver le plus possible ces éléments, au moins un de ces éléments-là. Donc, en termes de programme, nous, on a un objectif de 40 au niveau des groupes surreprésentés, mais jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose qu'on a du mal à obtenir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains commentaires, certaines données. On dit qu'on fait des projets, qu'on récolte des données. Ça nous permet d'avoir une influence après ça quand on parle à des gens, à des décideurs. Je pense que l'impact de l'AIT est flagrant tout autant auprès des étudiants que des partenaires. Donc, les étudiants parlaient à 93 que ces expériences-là les ont aidés dans le milieu du travail après l'obtention, qui sont d'accord que l'expérience va être pertinente pour les aider à leur intégration dans le milieu du travail. Donc, 87 ça contribue au développement de leur réseau professionnel. 81 sont d'avis que le programme iHub, l'expérience iHub, les a mieux préparés à trouver un emploi dans leur domaine. Évidemment, ils arrivent avec un diplôme dans les poches, mais ultimement, quand ils intègrent le marché du travail, ils ont des expériences concrètes à mettre sur la table et sur lesquelles s'appuyer. Au niveau des partenaires également, 93 sont satisfaits de leurs expériences, 97 jugent que les étudiants ont un impact positif sur leur organisation. Donc, bref, je pense qu'il y a là vraiment là, des belles histoires là, à raconter au niveau des expériences qui ont été soutenues. Au niveau francophone, on parlait en fait des fois que l'AIT résonne moins bien. Je pense que c'est un défi qu'on a à surmonter dans le sens où quand on parle de Work Integrated Learning, dans le contexte anglophone, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de définir. C'est déjà plus intégré. Ça fait déjà partie du langage, des objectifs organisationnels. Donc, on voit un certain décalage. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. Je pense qu'il y a des expériences. Chaque programme, chaque institution en font, mais un appel de projet comme celui-là répond peut-être quand même moins bien parce que certaines personnes qui travaillent au niveau du stage ne sont pas nécessairement interpellées par le langage en AIT. Donc, bref, on voit, initialement, on avait un souhait, un objectif de distribuer 25 de nos financements au Québec en francophonie canadienne. On est loin de là encore. On est à peu près à 10-11 ça gravite d'un appel de proposition à un autre dans ces eaux-là. Donc, on est très, très ouvert à travailler, à accompagner, à discuter, à voir des organisations, des professeurs ont des idées de projets, à travailler un peu à stimuler en fait le dépôt pour que
la francophonie prenne leur part du gâteau là, dans ces financements-là. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, on va par appel de proposition. Donc là, on en a une première qui est ouverte, qui se termine en fait au 7 juin pour déposer un projet pour des expériences qui auront lieu en septembre et ou à la session d'hiver ou printemps si vous êtes en Colombie-Britannique. Mais bref, cet appel-ci est pour l'automne et l'hiver. Mais il y aura, sur une base régulière, à chaque session, on réouvre un prochain appel. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez des idées, vous avez quand même un certain temps pour y penser. Il reste encore trois autres appels de proposition qui vont être lancés pour déposer un projet. Donc, il faut vraiment garder en tête le projet, à quel moment il sera mis en application, à quel moment les étudiants vont être en expérience d'apprentissage. Et c'est là qu'on détermine quel est le meilleur moment pour déposer le projet là, pour recevoir un soutien financier. Donc, je ne veux pas aller trop en détail au niveau de la mécanique de notre programme. Je pense qu'il y a de l'information ici, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est admissible et tout ça. Je laisse la slide-là. J'imagine qu'elle sera partagée, mise à la disposition. Dans l'éventualité, vous avez un projet, peut-être communiquer avec moi, on pourra discuter justement est-ce que vraiment le projet est admissible et comment est-ce qu'on pourrait améliorer la qualité. Ceci étant dit, peut-être nommer l'importance que pour obtenir un financement, l'étudiant doit être un étudiant canadien. On continue on continue d'avoir des discussions. Ça fait partie vraiment des éléments qui sont discutés de la part de différentes organisations, l'accessibilité des financements pour l'apprentissage expérientiel aux étudiants internationaux. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire, mais on espère que le gouvernement canadien va éventuellement bouger, considérant l'importance de donner accès à ces expériences-là à la clientèle d'étudiants internationaux là, qui intègrent nos organisations. Donc, rapidement, les critères d'évaluation, bon, la qualité du projet, l'aspect innovation, l'accès, l'impact, la qualité des partenariats, est-ce qu'on agrandit aussi les partenariats et également là, la place qu'a la technologie là, dans le cadre du projet si la technologie est applicable dans le contexte du projet, évidemment. Donc, on a différentes sources d'inspiration, disons-le comme ça. Il y a des vidéos qui ont été créées par des partenaires, donc qui sont hébergées sur notre site Internet. On a une chaîne YouTube, on a aussi une chaîne Spotify où on a des discussions sur une base assez régulière où on parle d'apprentissage into the wilderness, où on parle d'apprentissage expérientiel, d'apprentissage intégré au travail. Évidemment, les directeurs régionaux, on est toujours disponibles et très heureux d'échanger avec des gens qui ont des idées de projet. Donc, et en ce qui me concerne, j'ai une plage horaire à toutes les semaines de 1h30 à 14h30 sans rendez-vous. Si vous voulez juste venir vous connecter, échanger, c'est possible de le faire à cette heure-là à tout moment ou à tout autre moment qu'on pourrait définir par courriel. Donc, voici les documents de référence. Des citations qu'on a de la part de nos étudiants, évidemment, c'est ça qui est la lumière, c'est ça qui est l'étincelle quand ces projets-là prennent forme, quand on voit l'impact transformateur qui peut avoir lieu sur certains étudiants. C'est toujours hyper intéressant là, de réaliser l'impact de ces projets-là sur le cheminement de nos étudiants. Donc, on a différents témoignages ici. Qui m'amène quand même au cœur de notre présentation. Je pense quand on parle à des gens souvent qui réfléchissent à des possibilités de projets ou je pense que c'est très facile de voir le côté bénéfice, les bénéfices de l'approche expérientielle dans le cadre de l'enseignement. Après ça, c'est de voir comment est-ce que ça peut prendre forme concrètement dans le cadre de nos programmes, de nos institutions. Donc, j'ai vraiment le plaisir de donner la parole à mes collègues. Il y a 2 organisations, donc Robin Craig du Collège Boréal qui va venir présenter son projet et par la suite, il y aura Isabelle Adam, Catherine Gélina qui présenteront leur projet en entrepreneuriat. Donc, Robin, je te cède la parole.
Merci beaucoup, Kim, puis merci à tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet qui s'intitule Intégration et adoption d'une nouvelle technologie dans le secteur minier, des formations d'apprentissage expérientiel pour les étudiantes et étudiants. Je dirais que ce titre est un peu long, donc à l'interne, nous, on a tendance à parler de ce projet avec le nom Projet MOS. Et je vais revenir un peu sur ce titre bientôt. Donc, qui mieux pour présenter ce projet que le professeur et les étudiants qui ont mené ce projet? Donc, je vais laisser Kim mettre la vidéo. Bonjour, je me nomme Jeff Lafortune. Je suis le professeur et coordonnateur du programme de technique du génie construction civile et minier. Le projet MOS a donné l'occasion à nos étudiants d'apprendre sur les équipements de mesure sophistiqués qu'on utilise dans les mines d'aujourd'hui. En collaboration avec Todd Dynamic, CWIL et NSS Canada, nos étudiants ont été exposés et ont démontré l'utilisation de divers équipements utilisés par NSS Canada. Ces équipements comprennent des HoloLens, un RT scanner et aussi MOS. Donc, MOS veut dire Miner Operated Survey System. Cet appareil permet aux mineurs maintenant de mesurer leur propre chantier. Donc, les étudiants n'ont pas seulement appris, mais ils ont été capables de manipuler et de travailler, de faire un petit peu de troubleshooting sur ces équipements-là, parce que c'est ça qu'ils vont faire après la diplomation. On va se fier sur eux autres pour cette technologie, puis c'est eux autres qui vont montrer aux mineurs comment s'en servir. Le projet MOS nous a permis aussi de développer des cartes de sécurité de tâches pour permettre aux étudiants de reconnaître des dangers et des risques dans la mine et aussi de trouver une solution pour minimiser les risques. Donc, les cartes qui ont été remplies par les étudiants chaque jour avaient plusieurs éléments qui portaient sur la santé et sécurité. Donc, au Collège Boréal, notre motto, c'est zéro accident. Donc, pour assurer une culture sécuritaire, les étudiants remplissaient les cartes et avec leurs collègues, tentaient de trouver qu'est-ce qui pourrait leur faire mal. Et ensemble, on trouvait des solutions pour minimiser les risques. Donc, le projet nous a permis d'utiliser des outils qu'on se sert dans les mines pour assurer que le personnel travaille en sécurité chaque jour. Donc, grâce à ce projet, au projet MOS, les étudiants maintenant sont plus prêts qu'avant. Et puis, maintenant, ils ont l'occasion de dire que oui, j'ai été formé sur les systèmes de MOS. Je suis à jour avec la technologie et je suis confiant maintenant que je suis capable de m'en servir dans la mine. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir avec cette courte vidéo, je crois que notre projet rejoint vraiment les 4 priorités que Kim avait mentionnées dans sa présentation. Donc, soit améliorer l'accès, éliminer les barrières, exploiter la technologie et stimuler l'innovation et les partenariats. Donc, en fait, ce projet a vraiment permis à 5 étudiantes dans notre programme de technique du génie et de construction civile et minier de participer, donc d'avoir accès à cette activité d'apprentissage expérientiel. Donc, ce projet a été réalisé en partenariat non seulement avec NSS Canada et le Collège Boréal, mais également avec Tel Dynamic. Prochaine diapo. Donc, les étudiants et les étudiantes, donc, ils ont développé plein de compétences et d'aptitudes à travers cette activité d'apprentissage expérientiel. Donc, on a parlé, puis Jeff l'avait mentionné, beaucoup de communication, la communication écrite et orale, la communication avec les partenaires, avec les employeurs, l'adoption de nouvelles technologies, donc une technologie dont ils vont s'en servir dans leur carrière, dans leur future carrière.
Et je dirais également que ce financement a vraiment permis à vraiment augmenter l'accessibilité de ces étudiants pour cette activité. Donc, par exemple, tout l'équipement que vous voyez a été acheté avec les fonds du projet Sewell. Donc, c'est quand même une dépense assez élevée pour les étudiants. On a également défrayé tous les coûts qui étaient liés au déplacement et des frais d'accueil pour les étudiants qui allaient à chaque semaine pour faire cette expérience dans les différentes mines à Sudbury. Prochaine diapo. Donc, vous voyez ici qu'on a deux partenaires principaux, donc NSS Canada, donc qui est l'entreprise avec la technologie MOS, et on a également Terre Dynamique. Donc, Terre Dynamique, c'est vraiment une attraction touristique ici à Sudbury, mais c'est également une mine expérimentale. Donc, Terre Dynamique, en fait, ils sont en train de développer une nouvelle mine et ils ont demandé aux étudiants de même faire comme une cartographie de cette nouvelle mine par l'entremise de la technologie MOS. Donc, c'était comme un autre aspect du projet qui avait été livré dans le cadre de cette activité d'apprentissage expérientiel. Prochaine. Donc, je dirais aussi que donc pour NSS Canada, donc pour le partenaire, donc eux, c'est vraiment grâce à cette expérience-là qu'ils ont pu recueillir des étudiants différentes informations au sujet de leur technologie. Donc, est-ce que la technologie est facile à utiliser? Est-ce que ça va être facile à adopter dans le secteur minier? Et ça a vraiment donné également aux étudiants et aux étudiantes. Donc, on a pu cerner les besoins en matière d'apprentissage expérientiel, puis quand même réfléchir à développer d'autres projets similaires qui vont permettre cette adoption de la technologie dans le secteur minier. Prochaine diapo. Donc ici, c'est juste une citation que nous, on avait mis de un de nos partenaires. Donc en fait, c'est le président de NSC Canada qui était très, très contente avec ce projet. Donc ce projet a également permis à l'entreprise d'avoir beaucoup de visibilité. Ils ont pu avoir beaucoup de promotions à travers les différentes entrevues que les étudiants ont fait à la radio, par exemple, avec les différentes vidéos que nous avons créées ici au collège, vraiment pour promouvoir le projet. Donc, prochaine diapo. Et pour Terre Dynamique, donc comme j'ai mentionné, donc c'est une attraction touristique, mais c'est également un centre de sciences. Donc, pour eux, c'était très bénéfique dans le sens que ça démontre leur capacité comme centre de sciences et comment ils collaborent avec les différentes institutions postsecondaires justement à améliorer l'accès aux connaissances, mais également à développer des solutions innovantes pour le secteur minier aussi. Prochaine diapo. Puis finalement, pour nous, donc pour le collège, évidemment, donc j'ai souligné plusieurs des grands bénéfices. Donc pour nous, c'est vraiment l'apprentissage et l'aspect transformateur pour nos étudiantes que cette expérience a eu. Donc, je sais que tous les étudiants maintenant, ils sont déjà partis, ils ont tous obtenu un travail, que ce soit au Manitoba, dans le nord de l'Ontario ou en Colombie-Britannique. Et dans chacun des cas, ils utilisent un système, que ce soit le système MOS ou quelque chose de similaire. Et ils se sentent déjà très, très à l'aise à commencer leur carrière, de même ce qu'on appelle en anglais reverse mentoring, donc d'enseigner aux gens qui sont déjà là comment utiliser cette nouvelle technologie. Donc, merci. Merci beaucoup, Robin, pour la présentation du projet. Effectivement, on en est très fiers. Je pense qu'il y a eu un beau rayonnement dans les médias, autant d'un point de vue employeur que les étudiants qui en ont témoigné pour institutionnel. Donc, ça a été un très beau projet, je pense,
Donc, merci. Maintenant, donner la parole à Isabelle et Catherine pour la présentation du projet entrepreneurial. Merci beaucoup, Kim. Merci à tous, premièrement, pour l'invitation. Alors, de notre côté, pour le Cégep de Trois-Rivières, notre projet est un projet AIT à saveur entrepreneuriale. Donc, c'était le projet incubateur entrepreneurial Vision C3R. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, l'entrepreneuriat au Cégep de Trois-Rivières se situe beaucoup au niveau des étudiants de niveau DEC dans le cadre d'une implication extracurriculaire qui est Vision C3R. C'est une entreprise, une jeune coop. Notre volonté, par contre, c'était de sortir un peu du volet extracurriculaire et intégrer vraiment dans les parcours scolaires beaucoup plus formels. Donc, c'est sûr que nous, on a quand même un volet entrepreneurial assez fort. Je vous dirais, on travaille avec la zone entrepreneuriale. Donc, c'est pour des entrepreneurs par des entrepreneurs, de l'accompagnement, du coaching. On a aussi des programmes d'AEC en démarrage, en acquisition d'entreprise. Mais pour tout le volet des plus jeunes, là, je vous dirais les étudiants du DEC, beaucoup d'activités se déroulaient dans le cadre de Vision C3R. Donc, ma collègue Catherine pourra vous parler tout à l'heure. Elle est une des 2 enseignants qui sont responsables de ce volet-là. Alors, notre objectif, comme je le mentionnais, c'était vraiment d'intégrer l'entrepreneuriat dans le cœur des programmes et aussi de démocratiser l'entrepreneuriat à l'extérieur des programmes plus naturels de techniques administratives, entre autres, où les étudiants de ces programmes-là avaient une tendance plus naturelle à s'impliquer. On a voulu formaliser un petit peu l'entrepreneuriat, donc stimuler l'intérêt, comme je le disais, des étudiants des autres programmes en proposant des parcours avec une structure un petit peu plus formelle, cadrée et un accompagnement plus soutenu. Quand on a entendu parler du financement CWIL avec le projet iHub, pour nous, c'était une première initiative. C'était la première fois qu'on entendait parler, malgré les 50 ans d'existence de ce programme-là. Et puis, ce qui nous a intéressés, en fait, c'était de pouvoir justement préparer notre projet pour peut-être une formation, un cours complémentaire qu'on voulait intégrer puis qui pourrait être offert à l'ensemble de la communauté des étudiants. Donc, voilà. Alors, pour les prochains, la prochaine, j'allais dire slide, mais diapo. Donc, nos objectifs, c'était vraiment de stimuler la fibre entrepreneuriale. Ça fait partie de notre plan stratégique. Moi, je fais la coordination à la formation continue et services aux entreprises. Catherine Gélina, qui va vous parler tout à l'heure, et son collègue Michel D. sont enseignants dans le cadre du programme de techniques administratives. Et donc, stimuler la fibre entrepreneuriale, ça fait partie de nos grands objectifs ici au collège. Puis, on constate que des qualités entrepreneuriales sont importantes dans l'ensemble de nos programmes pour nos jeunes qui vont intégrer le marché du travail. On voulait aussi faciliter la création d'activités de projets tout en permettant un apprentissage très concret. Notre cours complémentaire qu'on voulait proposer, ce n'était pas nécessairement un cours théorique, mais vraiment quelque chose de très expérientiel. Donc, ça s'inscrivait bien dans le cadre du projet iHub. Et comme on le mentionnait, mais on voulait réaliser un pilote, donc tester la structure, les besoins d'encadrement, aller chercher aussi la rétroaction des étudiants qui ont participé au projet cette année. Tout ça dans des délais, je vous dirais, assez courts. Donc, le projet, nous, a été réalisé sur 2 mois. Pour vous donner un petit peu d'informations, en fait, l'année dernière, les jeunes qui étaient impliqués dans des parcours entrepreneuriaux au Cégep, Catherine va pouvoir vous parler de nos fameux parcours. On avait environ 7 étudiants qui étaient impliqués de façon plus soutenue dans des projets entrepreneuriaux. Et cette année, on est allé jusqu'à 30 étudiants, dont 20 boursiers du projet iHub. Donc, pour nous, ça a été une expérience très, très, très positive. Puis pour les étudiants également. Catherine va pouvoir poursuivre avec la présentation des parcours. Oui, merci. Effectivement, le parcours entrepreneurial au départ était un parcours pour justement structurer, hein, comme Isabelle l'a dit, comme il faut et pouvoir reconnaître ce que les étudiants
font en entrepreneuriat au Cégep de Trois-Rivières. Mais notre rêve ultime, c'était de pouvoir avoir un cours complet en entrepreneuriat ouvert à tous dans le Cégep. Donc, le parcours, c'est vraiment au niveau de découvrir, explorer et entreprendre à divers niveaux et les étudiants se retrouvent à avoir une mention bronze, argent ou or au niveau du parcours en tant que tel. Ils ont des belles expériences et c'est très riche comme expérience ce qu'ils ont, mais c'était très peu connu. Donc, avec le programme de CWIL, ça l'a permis d'ouvrir, justement, de faire connaître ce que c'est l'implication entrepreneuriale, mais surtout les bénéfices d'entreprendre aussi. De tester aussi l'entrepreneuriat. Donc, les étudiants ont vraiment pu se donner à 100% là-dedans. À part le parcours, bien sûr, on a eu, dans CWIL, on a pu permettre aux étudiants justement de s'impliquer en entrepreneuriat en allant évaluer le marché, en allant rencontrer des entrepreneurs. Entre autres, on a réalisé une mission Montréal, c'est peut-être la prochaine diapo. On a réalisé une mission Montréal avec les étudiants qui, eux, ont organisé justement cette mission-là pour aller rencontrer des entrepreneurs, échanger avec eux, connaître leur quotidien, mais voir aussi s'inspirer pour ensuite revenir et entreprendre. De là, bien, il y a eu des belles retombées justement au niveau des étudiants qui ont pu être inspirés par ça, puis ont pu réaliser leur propre projet, débuter la réalisation aussi de leurs propres projets entrepreneuriaux, je pense entre autres un étudiant là, qui réalise des podcasts, puis s'est inspiré, est allé rencontrer, puis garde contact avec des entrepreneurs, entre autres de Montréal, mais il y en a plein d'étudiants qui ont pu réaliser des choses de la sorte. Ce qu'on réalise aussi avec CWIL, c'est que nous, comme enseignants, parce que comme enseignants, on s'impliquait avec 20 étudiants et plus, 20 boursiers, mais une dizaine d'autres qui se sont entourés de ces étudiants-là. Et c'est très animé. Imaginez une trentaine d'étudiants qui font 60 heures en 2 mois, en fait, qui font ça en nous posant des questions. On doit les coacher, on doit les stimuler, on doit les référer, on doit porter le projet, mais les aider à mener leur projet à terme. C'était quelque chose, mais c'était vraiment motivant. Et pour eux, entre eux, ce qu'on voyait, c'était une dynamique extraordinaire parce que peut-être qu'ils ne travaillaient pas sur les mêmes projets parce qu'ils pouvaient avoir des projets différents, mais ils s'entraidaient. Fait qu'on a vu une entraide extraordinaire. Fait que nous, ce que ça nous a aidé aussi comme enseignants, c'est de voir, bon, si notre cours démarre, notre cours complémentaire démarre, comment il faut gérer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme outil? Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme encadrement? Puis là, ça nous a permis, CWIL, justement, de pouvoir s'organiser pour offrir quelque chose de bien structuré, mais en même temps, qui reste un apprentissage intéressant aussi pour eux, justement, en milieu de vie. Les étudiants, bon, ben c'est ça, c'est 15 projets qui ont été réalisés, entre autres, et qui sont aussi en cours, parce qu'un projet a une date de début, de fin, mais des fois, la fin est un peu plus loin. Donc, c'est des belles réalisations. On peut voir aussi, peut-être en photo, un petit peu plus loin dans la prochaine diapo, les étudiants qui sont fiers, justement, d'avoir réalisé plein de choses. On les voit en action, on les voit s'impliquer. Nous, c'est les frissons, comme enseignants, quand on voit ces étudiants-là qui réalisent des choses, qui sont fiers puis qui veulent continuer. C'est ça aussi. Après, c'est CWIL, ça continue. Oui, on a eu un beau coup de pouce qui permet justement les étudiants de dire, bon, à la prochaine session, on veut faire ça, puis ils veulent nous aider à monter le cours, ils veulent nous aider puis ils veulent participer aussi au cours qui aura lieu à l'hiver prochain. Alors, comme vous voyez sur les photos, je peux compléter, Catherine, si tu permets.
On a le local Vision C3R. Donc, dans le cadre des budgets de CWIL, ça nous a permis aussi d'aménager avec du matériel informatique, des outils qui sont à la disposition des étudiants et qui vont pouvoir être utilisés dans le cadre du cours complémentaire qui, finalement, va être offert officiellement l'année prochaine. Donc, ça a été une belle pépinière, ce projet-là, une belle initiative. Puis, je vous dirais beaucoup de rayonnement aussi dans le collège. C'est sûr qu'il y a eu un engouement qui s'est fait. On mentionnait que dans le passé, c'était davantage les étudiants de technique administrative, mais des jeunes qui se sont impliqués, on parle des jeunes en sciences, info, mathématiques, design d'intérieur, musique, qui sont venus se joindre au groupe. Peut-être, Catherine, il y a d'autres programmes là, qui m'échappent rapidement, mais des gens qui ne sont pas issus nécessairement du monde de l'entrepreneuriat, puis qui sont venus développer des compétences très, très utiles pour le futur. Donc, pour nous, c'est une belle réussite. Je vous dirais un sprint de 2 mois. Ça a été intense, mais les résultats ont été très, très positifs pour nous et pour les étudiants surtout. Ça faisait le tour, en fait, de notre brève présentation, Kim. Super. Et merci beaucoup de ces 2 belles présentations, projets inspirants, très différents. Mais je pense que vous l'avez nommé, en fait, d'avoir la capacité à travers un projet comme celui-là, de rassembler des étudiants qui ont différents profils. Je pense que c'est un des gros avantages du volet entrepreneurial, c'est que souvent à l'intérieur de d'un groupe qui s'inscrit en entrepreneuriat, de rassembler différents profils, c'est vraiment hyper intéressant. Puis, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, du transdisciplinaire, ça reste un défi des fois de comment réussir à le faire. Puis, c'est un des éléments qu'on voit dans différents projets, la transdisciplinarité. Je donne un exemple d'un autre projet, par exemple, qui est hyper intéressant, où on mettait des étudiants en génie en contact avec des étudiants en enseignement, les étudiants en enseignement venaient un peu briefer, aider les étudiants en génie à vulgariser puis à adopter des approches pédagogiques pour se rendre dans des écoles secondaires et venir parler de qu'est-ce que ça représentait étudier en sciences. Et donc là, il y a de l'interdisciplinarité, c'est de l'expérientiel pour l'étudiant. Tout ça faisait partie d'une évaluation. Les étudiants, c'est un projet, dans le fond, évalué dans le cadre de leur programme. Et là, on réfléchit à la possibilité d'amener de la réalité virtuelle. Donc, non seulement de se rendre en classe, mais d'acheter des casques de réalité virtuelle. Donc, l'aspect technologique, nous, CWIL, on peut soutenir l'achat du matériel. Donc, ça nous permet de rêver un peu plus grand, de penser à des projets éducatifs et d'être soutenu au niveau des coûts que ça peut représenter. Donc, c'est un peu ce genre de beaux projets-là qu'on voit. Donc, je vois le temps, il est déjà 2h moins 5. Je ne sais pas, Jean, comment est-ce que tu veux procéder? Moi, personnellement, si on veut amorcer dans le fond tout de suite la période de discussion, s'il y a des gens qui ont des discussions, il y a peut-être des gens qui vont devoir quitter à 2h, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent rester échanger, personnellement, pour moi, c'est toujours possible de le faire après 2h, dépendamment. Exact. Alors, j'ai vu dans le clavardage qu'il y avait 2 questions. Une pour te contacter, Kim, et Oui. tu as mis donc l'information, ton courriel dans le clavardage. Alors, les gens sont invités à t'écrire, j'imagine, pour te poser des questions ou peut-être prendre rendez-vous. Puis aussi, la deuxième question, c'était au niveau de la présentation. Oui, nous allons la partager avec les gens qui auront participé aujourd'hui. Alors, ne soyez pas gênés. Prenez le microphone, apparaissez à la caméra si vous le voulez. Posez vos questions. C'est le temps maintenant avec Kim et nos représentants de Trois-Rivières et du Collège Boréal. Vous pouvez poser vos questions également dans le clavardage. Alors, quelques minutes peut-être encore jusqu'à 14 heures, peut-être un peu plus. Alors, ne soyez pas gênés. On est là pour ça. Alors, je n'entends personne prendre la parole. Alors, Kim, ça a été vraiment clair pour tout le monde. J'imagine, oui. C'est ce que ça veut dire. Hein? Moi, je ne suis pas pédagogue, mais j'imagine que quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a compris. Ouais, c'est à peu près ça. Excellent, excellent. Bien, au plaisir, en fait, on est là, surtout dans le secteur collégial. Il y a eu une présentation
dernièrement au printemps au niveau du WIL dans le secteur collégial. Donc, il y a eu un symposium organisé par CWIL. On avait les gens de SAICAN, on a rassemblé vraiment différents acteurs. Évidemment, on n'avait personne encore au niveau francophone, mais ce sont des ressources peut-être que je pourrais partager la présentation. Le symposium a été enregistré, donc pour certaines personnes, c'est sûr qu'il est en anglais, mais si certaines personnes ont envie de s'imprégner un peu des discussions qui ont lieu en anglais, en Work Integrated Learning, je pense qu'il y a des beaux messages qui ont été transmis là. Et je pourrais te partager aussi la ressource au niveau des définitions. Ça, c'est un travail qu'on a réalisé. Notre site web est un projet, est un chantier, ne représente pas nécessairement, n'est pas à l'image de tout ce qu'on fait. On est une très petite équipe pour gérer, d'autant plus notre programme iHub prend de l'ampleur, donc fait partie d'un de nos projets d'améliorer aussi notre site Internet, les ressources qu'on y trouve, de s'assurer que toute l'information pertinente et qui pourrait être utile à des intervenants peut être disponible aussi en français. Donc, on chemine comme tout le monde dans cet environnement, mais si vous avez des idées, envie de collaborer ou de vous informer, bénéficier des activités qui sont organisées, là, ce sera un plaisir d'accueillir plus de membres francophones. Oui, il y a une diapositive qui m'a interpellé, c'est lorsque vous avez dit qu'au niveau francophone, qu'on n'était peut-être pas aux 25% suggérés. Et puis, j'aimerais pas qu'on accuse un retard. Alors là, l'importance pour une organisation comme le RCCFC de valoriser l'apprentissage intégré au travail et de collaborer avec CWIL dans le futur pour que ça soit mieux connu, là. Absolument. Absolument. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, par contre. Ça ne veut pas dire que ces expériences-là n'ont pas lieu. Je pense que nos organisations en font, mais on ne s'y réfère pas. Puis on est peut-être un petit peu moins dans l'innovation, dans l'aspect innovation pédagogique en regard de ça. Mais il y a des belles initiatives qui ne sont pas soutenues et qui ne connaissent pas, dans le fond, la possibilité d'être soutenues. Mais ultimement, ce financement-là est aussi orienté vers l'étudiant. Donc, je pense que ça prend un mariage. J'ai envie peut-être de le nommer à des gens qui travaillent dans leur organisation. S'il y a des professeurs qui ont des idées de projet, je pense que le professeur est évidemment en premier plan au niveau de l'enseignement, mais il n'a peut-être pas le temps de monter des projets, même si on essaie de le faire le plus simple possible. Ultimement, c'est des fonds. On a de la reddition de comptes. C'est un projet, donc ça prend quelqu'un qui soit un peu dans la gestion de tout ça. Donc, d'avoir le mariage entre quelqu'un, un professeur et quelqu'un dans l'administratif qui peut appuyer le professeur et gérer un peu le projet, c'est les formules gagnantes pour réaliser ce genre de projet-là. Parce qu'un sans l'autre, c'est comme s'il manque quelqu'un dans l'équation, là. Et vous l'avez dit, on a vraiment des beaux projets qui ont été faits quand même en français. On a eu des exemples aujourd'hui provenant du Collège Montréal puis du Cégep de Trois-Rivières. Et on les remercie énormément d'avoir fait ce témoignage-là aujourd'hui avec nous. Kim et tout le monde, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On espère de vous revoir pour un prochain webinaire. On ne sait pas trop encore quel sera le sujet, mais ça porte toujours sur les bonnes pratiques de nos membres au niveau collégial. Alors, merci à tous. Kim, tu avais quelque chose à ajouter? En fait, pas ajouter, mais je vois une question qui vient de s'ajouter, une question pertinente qui vient de s'ajouter dans le chat. Peut-être avant de fermer, j'aurais peut-être... il y a Annie Bourrulé qui posait « Est-ce qu'il y a déjà eu des projets montés via les services adaptés des collèges? » Ça peut être une belle avenue, en fait, quand on parle qu'on cherche, un des objectifs de iHub est de vraiment cibler les étudiants en situation à besoins particuliers, en situation de handicap. Ils ont des besoins particuliers, donc on doit, comme institution, y adresser. On sait que ces réflexions-là, d'équité, d'inclusion ont lieu dans nos institutions. Oui, on peut y regarder. Il y a certaines institutions qui ont demandé du financement iHub pour livrer un programme de bourse. Et souvent, quand on livre un programme de bourse, c'est de dire, ben nous, on demande 1 500 $ par étudiant. On veut que ça aille 100% auprès de cette clientèle-là à des besoins, des services adaptés. Et donc là, l'institution fait un programme en disant tous les étudiants qui vont être en stage et non rémunérés de telle période à telle période, on fait les mécanismes et vous avez le financement à votre portée là, pour soutenir ces étudiants-là qui sont en stage et qui ont des besoins particuliers. Donc oui, c'est possible. C'est souvent un premier pas aussi, un organisme qui n'a pas nécessairement une idée de projet, mais qui veulent un peu bénéficier des financements iHub. C'est quelque chose qui est à la portée de tous de faire un programme de bourse qui vise la clientèle qu'on appelle des groupes sous-représentés. Donc, la réponse est oui. Si vous voulez en discuter, communiquer avec moi, ça va me faire plaisir d'en parler
en détail. Encore une fois, merci beaucoup, Kim. Merci à Civil Merci. Canada, puis au plaisir de vous retrouver bientôt. Au Bon après-midi. plaisir. Au revoir. Bye.